La dernière fois, j'avais promis de faire une démonstration concernant la taille d'un échantillon. Je pense que dans cette vidéo, nous allons traiter le premier exercice et nous passerons peut-être à un autre exercice. Voilà, donc c'est l'exercice 1. Il était question d'énoncer la loi forte des grands nombres. C'est la loi donnée par Kolmogorov. Et il fallait aussi énoncer le théorème central limite. Ce sont donc ces deux théorèmes qui sont aussi importants lorsqu'on veut comprendre cette partie. Alors donc, je vais m'en passer de la loi forte des grands nombres, mais sinon, d'après la loi forte, comme hypothèse, nous avons donc ici la loi forte des grands nombres donnée par Kolmogorov. Alors, ici, on suppose que x de n est bel et bien appartenant à n étoile, une suite de variables aléatoires qui sont i, d. Id là, en fait, c'est une hypothèse aussi capitale. I là pour indépendante, l'autre i identiquement distribuée. En d'autres termes, ils ont les variables aléatoires en une même loi. Il faut aussi que la variable, il faut que l'espérance de x n soit finie. Et quand c'est comme ça, on dira que la variable est intégrable. Alors donc, d'après la loi forte de grand nombre, l'espérance théorique xn bar qui est égale à 1 sur n, la somme i allant de 1 à n xi converge presque sûrement vers l'espérance de x1, bel et bien lorsque n tend vers plus infini. Alors là, il faut faire attention avec différentes sortes de convergences. Mais en probabilité, sinon en statistique, nous utilisons le plus souvent 4 convergences. Nous avons donc la convergence, nous avons la convergence presque sûre, nous avons la convergence en probabilité, nous avons la convergence en loi, nous avons aussi la convergence en moyenne quadratique. Et la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité. La convergence en moyenne quadratique aussi implique la convergence en probabilité. Et la convergence en probabilité implique la convergence en loi. Alors, c'est pour dire que si une variable converge presque sûrement, donc cette variable converge aussi en probabilité. Et si une variable converge en moyenne quadratique, cette variable converge aussi en probabilité. Et si une variable converge en probabilité, ça converge aussi en loi, alors que la réciproque n'est pas vraie. À quel moment une variable converge presque sûrement? Bien, donc je profite quand même de donner ces convergences-là. Alors, dire que xn converge presque sûrement vers x, si et seulement si la probabilité de la limite quand n tend vers plus infini de xn est égale à x, tout ceci doit être égal à 1. Alors donc, à chaque fois que la probabilité de cet événement nous donne 1, on peut dire que xn converge en position vers x. Dire que xn converge
vers x en probabilité, si et seulement si, quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, la limite quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De la probabilité de cet événement xn moins x strictement supérieur à epsilon doit être égal à 0. Voilà donc la convergence en probabilité. Voilà, donc nous allons beaucoup utiliser ces convergences. Revenons donc à notre exercice. Donc la première question, c'était d'énoncer la loi forte des grands nombres. La deuxième question, c'est le théorème central de limite que je vais encore rappeler. Alors, le théorème central de limite, c'est pour donner la vitesse de cette convergence avec les mêmes hypothèses. D'après le théorème central de limite, nous avons donc xn moins la moyenne sur sigma, ça doit converger en loi vers la loi normale santé réduite. Et là encore, si on calcule l'espérance de cette quantité, xn bar moins m sur sigma, eh bien, ceci serait égal à racine carrée de n sigma, espérance de xn bar moins m. Et cette quantité-là nous donnera 0. C'est ce qui implique que ça donne 0. Et si nous calculons la variance de racine carrée de n, xn m sur sigma, ben ça donnera bel et bien quand la variance de ax est égale à a carré x. Dans cette quantité, en sortant, donc j'aurai ici n sur sigma au carré, la variance de xn bar moins m. Ah, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons la variable x et nous avons la variable x bar. Et que l'espérance de x est égale à m et l'espérance de x bar aussi est égale à m. Seulement, la variance de x est égale à sigma carré, mais la variance de x bar c'est égal à sigma carré sur n. Et donc, ici, nous aurons bel et bien n sur sigma carré multiplié par la même quantité là qui donnera donc sigma carré sur n. Et ça donne 1. Voilà comment on fait pour trouver n. Alors donc, la troisième question, c'était de créer la différence entre estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. Alors ça, c'est clair, ça doit être clair. L'estimation ponctuelle, parce que le problème revient, en fait, lorsqu'on fait l'estimation ponctuelle, c'est qu'on est confronté à cette difficulté. Nous avons une population P, et nous avons une partie de la population qu'on peut appeler échantillon. La population est tellement grande qu'on n'arrive pas à connaître les paramètres de la population M et sigma carré. Et donc pour cela, il faut donc estimer M, il faut donc estimer sigma carré. Donc une estimation ponctuelle, ce n'est que donner la valeur approchée de M et de sigma carré. Alors qu'une estimation par intervalle de confiance consiste à donner un intervalle qui contient le paramètre cherché à un niveau de confiance donné. Si on nous dit au niveau de confiance, par exemple, à 90%, ça veut dire que alpha serait égal à 10%. Et lorsqu'on calcule z de 1 moins alpha sur 2 par la table statistique, on trouve aisément
1,64. Alors que à 95%, alpha correspond à 5% et z de 1 moins alpha sur 2 est égal à 1,96. Alors qu'à 99%, le alpha serait égal à 1% et z de 1 moins alpha sur 2 serait égal à 2,58. Bien, donc c'est des choses qui doivent être claires, qu'on peut retrouver dans la table. Et on peut donc revenir à l'exercice. On a créé la différence entre l'estimation ponctuelle et l'estimation par intervalle de confiance. On a dit que l'estimation ponctuelle, c'est donner la valeur approchée de M ou de sigma. Alors que l'estimation par intervalle de confiance, il faut donner un intervalle qui contient le paramètre M ou encore sigma au carré. Et là, il faut faire attention. Est-ce que c'est à 90%? Est-ce que c'est à 98%? Est-ce que c'est à 99%? Le alpha est appelé le alpha et le risque, en fait. Le seuil de risque. Risque encore seuil de risque. Voilà. Bien. C'est clair. L'exercice, il fallait aussi, la quatrième question, il fallait démontrer, nous allons le faire, il fallait démontrer que lorsque le n est supérieur ou égal à 30, et lorsque, oui, démontrer que la taille n d'un échantillon dont la variance est inconnue, la variance inconnue, on a n est égal à 4 la variance corrigée sur L au carré Z carré de 1 moins alpha sur 2. Ok. Où L représente la largeur de l'intervalle de confiance. Alors, pour ce genre de questions, il faut donc se rappeler de l'intervalle de confiance lorsque le sigma n'est pas connu et lorsque n est supérieur à 30. Nous l'avons dit que quand le sigma n'est pas connu, il y avait deux possibilités. Et quand le n est supérieur à 30, le IC de M est égal à x bar n moins z de 1. Si le n est supérieur à 30. Donc ici c'est 1 moins alpha sur 2. L'écart type corrigé sur racine carrée de n, point virgule, x n bar plus z de 1 moins alpha sur 2, l'écart type corrigé sur racine carrée de n. Alors, si L est la largeur de IC, donc L serait égal à quoi? On prend cette quantité moins cette quantité. Donc L serait égal à quoi? En faisant la différence, les xn bar et xn bar vont se simplifier. J'aurai donc 2 fois z de 1 moins alpha sur 2 S, le cas type corrigé sur racine carrée de n. Alors comme c'est le n que je suis en train de chercher, j'élève le 2 membres au carré et le L j'envoie là-bas. Donc directement j'aurai n qui serait égal à 4 z ou encore, à 4, bon, on va L au carré ici. Ici j'aurai 4
Ici, donc, j'aurai SC au carré. Et là, j'aurai donc Z de 1 moins alpha sur 2, le tout au carré. Voilà donc le résultat. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit de démontrer. Bien, j'espère que cette vidéo pourra aider une personne. Et aujourd'hui, c'est lorsque le n est strictement supérieur à 30. Après-demain, ça pourra être le n inférieur à 30. Voilà. Et ça, c'est dans le cas où le n est strictement supérieur à 30 depuis le sigma inconnu. On peut toujours modifier la question. Prenons le cas où le n est supérieur à 30, disons lorsque le sigma est connu. Démontrons que n est égal à 4 f de n 1 moins f de n sur L carré Z carré de 1 moins alpha. Alors, cette question, on le pose lorsque, pour l'intervalle de confiance de la fréquence, on peut se rappeler que l'intervalle de confiance d'une proportion est égal à f de n plus ou moins z de 1 moins alpha sur 2 racine carrée de fn 1 moins fn sur n. Alors, en utilisant les mêmes stratégies qu'on a fait pour le premier cas, nous avons donc la largeur ici serait égale à quoi? En faisant la différence entre les deux bornes, les f de n vont se simplifier. Nous aurons bel et bien deux fois z de 1 moins alpha sur 2 racine carrée de fn 1 moins fn sur n. Comme c'est le n que nous cherchons, on élève les deux membres au carré et on envoie le n de l'autre côté. Donc nous aurons n serait égal, alors donc le 2 au carré ça donnera 4 et 7 compté au carré, donc j'aurai f de fn plutôt 1 moins fn sur quoi? Sur L au carré z 1 moins alpha sur 2 le tout au carré. Bien, merci. J'espère que cette vidéo pourra aider une personne. Et ne manquez pas de faire les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je pourrai donc répondre à cette question. Merci.